demande vraiment ce que je suis venu faire ici. On m'a invité, mais au milieu de tous ces grands esprits et de toutes ces gens qui font du droit, j'ai l'impression d'être assez paumé. Quand j'ai vu que j'avais un quart d'heure pour parler des séquelles psychologiques, ça m'a semblé assez étrange, donc j'ai essayé de faire quelque chose de réduit. Mais je crois que je vais vous le réduire beaucoup, parce que je ne sais pas bien ce que je peux vous apporter, moi, ici, dans le cadre de la géopolitique, si vous voulez, à part la géopolitique de l'horreur que j'ai pu croiser dans le monde entier. Mais... Donc je vais essayer de vous donner quelques petits points sur les séquelles psychologiques de l'atteinte aux droits de l'homme, qui sont quand même quelque chose... Quand j'ai commencé à travailler il y a plus de 30 ans avec des victimes de torture et d'atteinte aux droits de l'homme, la torture était reconnue comme étant dans 110 ou 115 pays. On est maintenant à 127, donc c'est quelque chose, c'est une grande réussite. Je me rends compte que j'ai fait un métier utile, puisque plus ça va, plus on torture. Je pense qu'il faut vraiment accepter cette idée que les droits de l'homme, c'est important. Quand ils sont maltraités, ça abîme justement l'homme je ne vais pas me lancer dans les discussions de H majuscule ou H minuscule, mais ça atteint l'humain au plus profond. Moi, j'aurais passé 30 ans de ma vie à essayer de réparer ça, et je dis bien réparer parce que je pense que c'est réparable, mais pas que c'est effaçable. Alors, je vous donne des points comme ça. Je pense qu'il faut sortir de cette idée de la torture ou de l'atteinte psychologique séparée de l'atteinte physique. Pour moi, c'est une illusion. Tout ça est mélangé. Il n'y a pas d'atteinte physique sans effondrement souvent psychologique. Et il est prouvé maintenant par les neurosciences que toute atteinte psychologique entraîne des dégâts physiques. Ça se voit au niveau du cerveau, dans les IRM. Ça augmente les risques d'infarctus, etc., etc., etc. Donc, je pense que cette distinction est assez illusoire, disons. Alors, autre point pour moi important et qui entraîne justement beaucoup de séquelles, c'est que la privation des droits de l'homme, enfin en particulier pour le renseignement, n'a jamais servi à rien. Moi j'ai reçu maintenant plus de 7500 patients en une bonne trentaine d'années. Tous ceux qui sont passés par la torture et les violations graves des droits de l'homme, torture là encore c'est quelque chose qu'il faudrait définir. Moi je me fixe sur la définition du protocole d'Istanbul et donc de l'ONU. Protocole d'Istanbul que je vais par le monde prêcher avec beaucoup de conviction. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, mais bon. Et donc, oui, c'est ça. Je pense qu'il faut accepter aussi que ça ne sert, l'atteinte des droits de l'homme ne sert qu'à mettre des pays en ordre, aux ordres, à la botte, et qu'on n'a jamais obtenu de quoi que ce soit comme renseignement en torturant des gens, en les maltraitant. Ce qui s'est passé aux USA après le 11 septembre, on a une preuve tout à fait manifeste, puisque les USA, avec Rumsfeld et Bush, ont réinstitué officiellement la torture dans leur fonctionnement et qui n'ont jamais obtenu aucun renseignement sur quoi que ce soit. Les services de renseignement obtiennent des choses, les gens qui torturent, pas. Mais par contre, ce qu'on obtient très vite, c'est des mises au pas des pays. Et c'est, je pense, le rôle... Parce que souvent on me demande, mais pourquoi il m'arrivait d'avoir des patients qui revenaient d'entretien à l'OFPRA, entre autres, on m'a demandé pourquoi je suis resté vivant. Pourquoi ils m'ont laissé vivant après tout ce qu'ils m'ont fait souffrir. Je pense que la réponse est relativement simple. On laisse les gens vivants parce que ces gens-là sont témoins vivants de ce que c'est que désobéir, que de ne pas suivre les consignes, etc. Moi, j'ai travaillé au Tchad et j'ai vu un homme sortir de prison, on est torturé. Je vous garantis que quand vous le voyez sortir,
vous comprenez subitement que vous avez peut-être intérêt à rester tranquille, si vous voulez. Donc ça, c'est important. Les mots sont importants aussi, parce que le mot torture nous fait peur à nous. Moi, quand on me demande ce que je fais comme métier, soit je suis de bonne humeur, ou j'ai envie d'être gentil que les gens, j'y suis médecin. D'ailleurs, je suis médecin et j'ai fait 2 septennats de médecine générale. François Mitterrand entrait en mai 81 à l'Élysée, moi j'entrais à Arleux-du-Nord et nous en sommes sortis en juin 95 tous les deux. Donc j'ai l'habitude de dire que j'ai fait 2 septennats de médecine générale. Mais oui, à dire de mes bêtises comme ça. Oui, c'est ça. Et quand je suis allé par 2 fois essayer de former les autorités rwandaises, qui là encore ne sont pas un État dont on peut encore parler vraiment malgré ce qu'ils ont vécu de démocratie. La première fois que j'y suis allé, donc on m'a présenté aux gens que je devais former, et j'ai été informé que je ne devais pas prononcer le mot torture. C'était interdit. Que si je prononçais le mot torture, on serait très triste, mais on devrait me mettre dehors. Quand je suis retourné 3 ans après, j'ai dit que je n'y retournerais pas si je ne pouvais pas parler librement. Et on m'a dit, vous pourrez parler de torture, mais seulement en lien avec les délinquants, etc. La police chez nous ne torture pas, l'armée ne torture pas. Donc si vous commencez à parler de torture sur les autorités, on va devoir vous exfiltrer rapidement, disons. Donc c'est pour ça que je vous dis, enfin, je ne sais pas si vous connaissez le protocole d'Istanbul, qui est le manuel de l'ONU pour documenter les séquelles de torture. C'est un livre très très intéressant. Je crois que personne ne l'a lu complètement, mais et j'ai passé beaucoup de temps à les prêcher cette pratique qui permet et qui a des effets au niveau du droit, parce que quand vous faites les certificats d'expertise, merci madame, des expertises en vous basant sur le protocole d'Istanbul, vous pouvez vous baser sur quelque chose qui est fiable. Nous, avec l'équipe avec laquelle je travaille, on a réussi à faire condamner la Gambie pour torture, on a réussi à faire pas mal de choses. J'ai été sollicité par un juge antiterroriste français pour aller expertiser une terroriste en prison à Fresnes, mais la condition qu'on m'a mise, c'est vous appliquerez le protocole d'Istanbul. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout idiot, que je pense qu'il devrait être largement beaucoup plus développé. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de la torture et des atteintes aux droits de l'homme par rapport aux autres traumatismes? Parce qu'il n'y a pas de stress post-traumatique que dans le cas de torture, c'est que ça se passe en tête à tête, les yeux dans les yeux. Et là, je pense qu'on vient toucher au plus profond de l'humain, si vous voulez. Quand il y a une bombe qui explose, etc., vous êtes traumatisé, c'est affreux, c'est effrayant, ça vous donne des séquelles. Quand un homme en face de vous vous regarde tranquillement et vous fait mal, il y a quelque chose subitement qui explose dans la tête, si vous voulez. Parce que ça revient à dire, il me fait ça, mais est-ce que moi, je serais capable de faire ça? Et ça, c'est extrêmement... Enfin, moi, je l'ai vu dans nombre de patients. Quand ce sont des thérapies que je peux mener au long cours, il m'arrive assez souvent de... Parce que j'ai vu arriver, par exemple, au début, je travaillais des bergers mauritaniens qui se faisaient violer, etc., pour prendre leur terrain. Ces gens, j'étais tombé des nues, mais ne comprenaient rien à ce qui leur arrivait. Ils ne pensaient même pas que la sodomie était possible. C'était un monde totalement inconnu, enfin, ce n'était pas possible. Et ils me disaient, mais je ne comprends pas, c'est pas possible qu'un homme fasse ça à un autre homme. Là, à ce point-là, si on ne fait rien, les tortionnaires ont gagné. Parce qu'il m'arrivait très très souvent de demander à des patients que je voyais au long cours, si vous deviez croiser votre tortionnaire, qu'est-ce que vous lui feriez? Et malheureusement, très très souvent, j'avais comme réponse, je lui ferais ce qu'il m'a fait, comme ça il verrait ce que c'est. Ce qui veut dire que quelque chose qui n'était pas envisageable dans l'esprit, qu'on ne pouvait même pas imaginer, qui n'avait aucun concept dans la tête, devenait quelque chose qu'on pouvait subitement participer à faire. Et qu'on allait pouvoir aussi faire, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut se rendre compte que
cette privation des droits de l'homme, c'est quelque chose d'absolument terrifiant, de destructeur. Alors je vais aller vite, hein, je vais tenir ma parole, je vais vous passer pas mal de choses. Alors, elles sont par contre, les séquelles psychologiques ont entre gros guillemets, un avantage, c'est qu'elles ne s'effacent pas. Contrairement aux cicatrices physiques, bon, toutes ne s'effacent pas. Les Indiens sikhs qui étaient brûlés au fer à repasser, comme j'ai pu en voir, et partout, hein, gardent des cicatrices toute leur vie qui ne partiront absolument jamais. Quoi qu'il se passe, on verra toujours ces ogives brûlées sur leur dos. Mais il y a quand même beaucoup de cicatrices qui vont, avec le temps, s'effacer. Les cicatrices psychologiques, elles ne s'effacent pas. Et j'en ai eu 2 preuves, enfin non, j'en ai eu beaucoup de preuves, mais les 2 preuves les plus éclatantes, c'est quand on m'a demandé d'aller faire des expertises pour les procès des Khmers rouges. Donc je suis allé à Phnom Penh pour expertiser des victimes du régime des Khmers rouges pour le procès du grand frère numéro 2, enfin, dans toutes ces âneries, si vous voulez. Et j'ai eu vraiment un choc. C'est que je me suis rendu... Quand on m'a proposé ça, on m'a demandé ça, je me suis dit oui, j'y vais. Mais il y a 31 ans qui sont partis. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va me demander, qu'est-ce qu'on me demande d'expertiser 31 ans après? Donc je ne suis pas, on m'a demandé, moi on m'a dit, ça m'intéressait, donc j'y suis allé. Et je me suis trouvé face à des victimes qui n'avaient évidemment pas été traitées, dont les familles ne voulaient pas entendre parler de tout ça, qui n'avaient jamais parlé, et pour qui les symptômes étaient présents, massifs. On aurait dit qu'ils avaient été torturés 1 mois avant. Je n'ai quasiment vu aucune différence entre ceux que je recevais dans mon bureau à Paris et ceux-là 30 ans après. 6 mois après, on m'a demandé d'aller au Pérou pour expertiser 2 victimes pour les procès Fujimori à l'époque. Là, c'était 10 ans après. La même chose. Je me souviens que j'avais un interprète au Cambodge qui a failli tomber dans les pommes parce qu'une des victimes que j'expertisais me disait « quand j'ai été tué, quand je suis mort, quand ils m'ont fusillé, quand ils m'ont jeté dans la fosse. » Et à un moment, cet interprète me dit « mais écoutez, moi je suis désolé, mais il est bien vivant. Cet interprète n'arrivait plus à mettre tout ça en place. » C'est vous dire à quel point ces séquelles sont importantes au niveau du protocole d'Istanbul et peuvent être parfois les seules. Moi j'ai fait quand même beaucoup d'expertises, j'en ai fait aux Philippines, là je rentre du Nigeria, etc. Et très souvent dans les rapports d'expertise, le côté psychologique qui a très souvent été balayé est prépondérant. Parce que qu'est-ce qui ressemble plus à une brûlure électrique que quand vous brûlez chez vous? Qu'est-ce qui ressemble plus à plein de choses? On peut tout discuter, si vous voulez. Mais il y a des choses qui sont quand même difficilement... Les séquelles psychologiques sont beaucoup moins discutables et ne s'effacent pas. Alors je viens de me rappeler qu'il y a quelque chose que je devais vous dire et pas oublier. Vous savez, c'était mieux quand j'étais jeune. Hein. Il y a une époque où j'étais un médecin qui soignait les petits vieux. J'aimais bien. Maintenant, je suis devenu un petit vieux. On me soigne et j'aime pas. C'est vrai, j'aime pas du tout. Alors bon, il faut bien se dire, là encore, comme c'est une évidence que toutes ces séquelles sont totalement individuelles, donc on ne peut pas globaliser les machins. Ces phrases du genre « les victimes de torture font c'est aussi stupide que de parler des Congolais, des Africains. » Moi qui fais de la lésopratique, j'entends « oui, on a une Africaine ». Qu'est-ce que ça veut dire? Même encore, je vais dire, parler d'un Afghan. Moi quand je demande... Vous savez, c'est très intéressant, parfois, l'ignorance des gens. Je vais dans des équipes au quotidien qui s'occupent de demandeurs d'asile, de réfugiés. Elle me dit, alors, on a un Afghan. Ah, j'attendais. J'y parle quelle langue? Ben, l'afghan. C'est comme si... Et on les a mis ensemble dans la chambre parce qu'ils sont afghans. Alors, ils s'appellent comment? Alors, on me donne un nom Hazara, on me donne un nom Pashtun. Oh là là, vous savez, ça va être compliqué. Hein. Mais bon. Alors,
Autre point important, puis je passerai à la résilience après, puisque c'était aussi le sujet que je devais aborder, c'est qu'elles se transmettent. Et ça, c'est excessivement important. Elles se transmettent de génération en génération. Et je pense personnellement qu'elles se transmettent vraiment comme des caractères acquis. C'est que les enfants de victimes de traumatisme sont abîmés. Les petits-enfants seront abîmés aussi, malheureusement, si vous voulez. Alors moi, je me pose des questions sur qu'est-ce qui va rester chez les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de ces gens qui sont comme maintenant dans la bande de Gaza. Moi, j'ai travaillé à Ramallah il y a 3-4 ans, et j'ai vu des gamins qui m'ont expliqué, là-bas, qu'ils avaient vu que quand Israël avait su que leur père avait fait des conneries, je ne sais plus quoi, ils avaient emmené la famille devant la maison, toute la famille, on les a mis à distance, on a pris un char, et on a démoli leur maison. Ces gamins ne s'en remettaient pas, ne comprenaient absolument rien. Et où est le sens de cette punition? Tout à l'heure on parlait de punition, de cette sanction. Où est le sens de cette sanction, si vous voulez? Donc je pense qu'il faut faire très attention, parce qu'on doit faire très attention, parce que comme en toute victime, il restera un morceau de l'agresseur. Je pense qu'on est en train de se créer, comme maintenant, un lot de futurs agresseurs pour nous, dont on sous-estime, je crois, largement la catastrophe que ça va donner. Je suis en train de chercher, j'avais quelque chose d'autre que je voulais vous dire. Alors, je suis content, comme vous avez cherché. J'ai retrouvé. L'importance des séquelles psychologiques. C'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a amusé. Je suis allé travailler pas mal de fois en Afghanistan. Et une fois, j'y suis allé sans résa. Je suis allé avec Physicians for Human Rights, qui m'a demandé d'être accompagné pour une mission de formation là-bas. Et je suis arrivé face à une audience de personnalités afghanes qui étaient là pour venir se former. Alors, il y avait un procureur, il y avait des responsables de ceci, il y avait le directeur de la prison de Bagram qui était là. Et donc, arrive mon tour. Maintenant, le docteur Duterre va nous parler des conséquences et de la documentation des séquelles psychologiques. Et là-dessus, au moment où je m'avance, je me lève et je m'avance, un de ces braves tout-puissants se lève et me fait comme ça, vous pouvez partir. Je dis pardon. Il me dit, on s'en fout. Nous, on croit que ce qu'on voit ici. Les juges, on croit que ce qu'on voit. Vous pouvez partir. Et il n'arrêtait pas de me faire comme ça. C'était assez mal me connaître. Alors j'ai écouté, j'ai dit, cher monsieur, je peux vous autoriser, vous, à partir si vous voulez. Et j'ai dit, mais comprenez une chose, c'est que moi, on m'a demandé de venir de Paris pour vous parler de ça. J'ai fait la route, je suis venu. En plus, je vais être payé pour. Donc, que vous le vouliez ou non, je vais en parler. Et ce monsieur s'est assis. J'ai fait mon... je ne vais pas dire mon numéro ni mon spectacle, mais j'ai fait mon intervention. Et à la fin, le directeur de la prison de Bagram lève la main et dit, est-ce que je peux vous poser une question? J'ai dit, bien sûr. Il dit, écoutez, je suis assez inquiet parce que mon fils a été tué dans un attentat, j'ai un autre fils qui est mort à la guerre, ma femme a eu un cancer, puis il me fait la liste d'un tas de choses comme ça. Et il me dit, et tous les symptômes que vous avez donnés, je les ai. Est-ce qu'on peut dire que j'ai un stress post-traumatique? Bon, la question était assez simple à répondre. Et je me suis, heureusement, écoutez, avant de vous répondre, j'ai demandé à ce monsieur qui ne voulait pas m'entendre tout à l'heure. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous croyez votre collègue? Il me dit, bien sûr. Et j'ai dit, ah bon? Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez vu? Et il a été bon joueur, il m'a fait, bon, elle est OK. Et on entend. Non, oui, c'est très intéressant, parce qu'il y a tout ce côté, ça, on ne voit pas, on ne croit pas. C'est Saint Matthieu, ça. Oui, ou Saint Thomas. Saint Thomas, vous vous trompez de saint, si je peux me permettre. Et un de vos successeurs, M. Rimbaud, avec qui j'ai eu maille à partir, était très très fâché des certificats que je pouvais faire, parce qu'il le dérangeait beaucoup. Parce qu'il me disait, il faut que vous ayez fait un certificat comme ça. Moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand vous attestez la torture, je dis non, et je vais le voir plusieurs fois, je dis, je n'ai jamais attesté la torture, parce que le terme torture, pour moi, est un terme juridique. Et je ne suis pas juriste. Donc moi, je n'ai jamais... mais vous voyez, comme tout ce qui est autour du truc psychologique est compliqué. Alors, on va passer à la résilience, parce que je me disais que j'allais finir en 5 minutes, mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas le cas.
Donc on m'a demandé de parler de la résilience. Je voudrais d'abord savoir de quelle résilience il s'agit, parce que c'est employé maintenant à tort et à travers. Je pense, pour moi, je préfère utiliser la résilience pour mettre un peu de jolitude, comme on dit Ségolène Royal, de jolitude dans cette ambiance triste, enfin, sinistre ce qu'on raconte. Je pense que la résilience, pour moi, c'est un petit peu comme l'art du kintsugi au Japon. C'est-à-dire que quand un objet est cassé, on ne le jette pas, mais on prend de l'or et on le reconstruit en mettant de l'or et on en fait une œuvre d'art. Et je pense que la résilience, c'est ça. Alors ça ne marche pas pour tout le monde, de loin de là, si vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas de résilience sans passage d'une forme ou d'une autre de droit. Parce que s'il n'y a pas... Et ça peut paraître très très abstrait, mais vous n'imaginez pas le nombre de patients que j'avais à cette époque-là et l'effet qu'a eu sur ces patients l'arrestation, enfin la mise en résidence surveillée de Pinochet pendant 2 ans en Angleterre. Vous n'imaginez pas l'impact que ça a eu, pas sur les Chiliens, j'en voyais pas, sur les Africains, sur les Afghans, sur tous les gens que je voyais me disaient, docteur, vous avez vu, Pinochet, il est en prison. Et subitement, pour eux, il y avait une espèce d'idée de droit qui permettait enfin d'espérer quelque chose. Moi, j'en ai envoyé plein, juste témoigner au niveau de l'OMCT ou d'organisations comme ça. Donc, je pense que cette résilience nécessite d'abord de la thérapie, donc des thérapeutes formés au psychotraumatisme, ce qui est malheureusement pas souvent le cas, des bénévoles qui les entourent formés au psychotraumatisme aussi, sinon ça peut donner des dégâts tout à fait importants. Et je pense qu'il n'y a pas que la thérapie qui soit efficace. Je pense qu'un accueil est efficace. Alors là, je suis très très dans l'actualité, mais qu'un accueil convenable est efficace. Je pense qu'un hébergement digne est efficace et thérapeutique. Je pense que tout ça est très important. Moi, j'ai toujours, pendant les 20 ans où j'ai dirigé le centre de soins à Paris, j'ai toujours tenu à ce que, par exemple, parce que quelques patients, j'avais obtenu l'Orchestre de Paris une 7-8 places de concert tous les mois. Et je les emmenais et ça avait à chaque fois un effet tout à fait déflagrant. Et j'ai eu la bonne surprise maintenant qu'il y a un temps qui s'est et j'en terminerai par ça. Un temps qui s'est passé, c'est que j'ai eu un ancien enfant soldat de Sierra Leone qui m'a appelé. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis 20-25 ans. Qui me dit, docteur, je voudrais te voir juste pour te dire bonjour. Ben, j'écoute, viens, hein, moi. Donc je lui donne rendez-vous dans un bistrot près de chez moi où je reçois. C'est devenu une espèce de cabinet accessoire. On parle, ce garçon est absolument transformé. Il est arrivé en France à 15 ans, démoli par le fait d'être enfant soldat. Maintenant, il est adjoint au maire de je ne sais plus quelle ville, en banlieue. Il travaille à la Croix-Rouge. Il a 4 enfants. Il est absolument épanoui. Et puis en partant, on s'en va. Il m'envoie un message. Je crois que c'est l'un des plus beaux messages que j'ai reçus. Il m'a écrit textuellement « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous. Tu nous as accueillis, soignés, et il nous a donné un apport culturel. » Et ça m'a fait plaisir. Parce que le terme d'apport culturel, moi, on me dit toujours, oui, c'est du ludique, oui, c'est de la sottise, oui, ils n'ont pas que ça à faire. Et là, j'ai eu, l'un des plus beaux remerciements. Donc, je crois que ce joli remerciement va me permettre de conclure mon intervention en vous m'excuser d'être venu mettre mes pieds de psychothérapeute au milieu d'une assemblée géopoliticienne. Merci.